Merci beaucoup et merci pour cette invitation à participer à cette journée de réflexion extrêmement intéressante. Alors merci de m'avoir présenté comme directeur d'une organisation dont je n'étais pas directeur, mais j'avais des fonctions au sein de l'Association pour la prévention de la torture, qui est une ONG basée en Suisse et qui travaille à l'international sur l'amélioration des conditions de détention et sur la prévention de la torture. Actuellement, je travaille effectivement comme collaborateur au Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales. Moi aussi, parfois, je dois dire le nom pour ne pas me tromper tellement il est long. Et en parallèle à cela, je suis doctorant aussi à l'Université de Genève, où je réalise une thèse sur l'impact de l'incarcération sur les représentations de genre et des sexualités, donc très proche des thèmes dont on a parlé jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt en ma qualité de Centre suisse de compétences. Et je vais vous parler en particulier d'un document qui contient une série de recommandations sur la prise en charge des personnes LGBTIQ+ en détention. Donc je vais d'abord vous donner quelques éléments de contexte sur le système carcéral suisse, parce que vous verrez qu'il est assez différent du système belge et du système français, même si, comme la Belgique, la Suisse est aussi un pays fédéral, donc on est aussi habitué aux millefeuilles de lois et de règlements qui rendent les choses assez compliquées, mais aussi assez intéressantes. Et puis je vous donnerai quelques éléments sur le contexte politique, et puis ensuite de ça, je m'attarderai vraiment sur ce document, ces recommandations, et sur la question la plus intéressante qui est celle de leur mise en œuvre et des défis en lien avec leur mise en œuvre. Alors quelques mots sur la Suisse. Donc, vous voyez à l'écran une carte de la Suisse qui est tirée de l'Office fédéral de la statistique. Donc les petits carrés violets représentent les établissements de privation de liberté et leur taille est proportionnelle à la capacité de ces établissements. Donc les établissements sont regroupés sur ce qu'on appelle le plateau suisse, c'est-à-dire une région qui n'est pas extrêmement montagneuse, dans laquelle se trouvent la plupart des centres urbains. Donc c'est assez logique. Et comme il y a pas mal de personnes spécialisées sur les questions carcérales dans la salle, vous réagissez certainement au fait que pour un pays comme la Suisse, un petit pays avec une capacité maximale de 7341 places, on a 91 établissements. Donc c'est beaucoup d'établissements. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour l'ensemble des établissements de très petite taille. L'établissement le plus petit a une capacité maximale de 5 places. Le plus grand de 400 places, même s'il est chroniquement surpeuplé, donc il est actuellement à 600 places dans le canton de Genève, capitale mondiale des droits humains. Donc beaucoup d'établissements de petite taille, ce qui veut dire que cela peut permettre une prise en charge plus humaine, plus proche des gens, mais en réalité, cela veut aussi dire qu'il y a toute une palette de services qui ne vont pas pouvoir être mis à disposition des personnes détenues. Donc la petite taille n'est pas forcément la solution à tous les problèmes en matière carcérale. Vous voyez aussi qu'on a un effectif de 6310, c'est les chiffres de 2021. Donc on aurait l'impression que le taux d'occupation est inférieur au taux d'occupation maximal, c'est d'ailleurs les chiffres officiels de 86%. En réalité, ce chiffre cache une autre réalité qui est celle d'une très grande disparité entre les régions, et notamment entre la région de Suisse romande, donc la Suisse francophone, et la Suisse alémanique, où en Suisse romande, et notamment dans les cantons de Vaud et Genève, qui sont les grands parcs pénitentiaires de la région francophone, on a des établissements qui sont très chroniquement, qui sont massivement surpeuplés à des taux parfois de 250 voire 300%. Par contre, dans la région alémanique, on a des établissements qui sont en sous-occupation. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'étant un État fédéral, l'exécution des sanctions pénales est une prérogative cantonale. En Suisse, on a 26 cantons, ça veut dire qu'on a 26 systèmes d'exécution des sanctions pénales différents. C'est un casse-tête. Chaque canton voudrait gérer plusieurs établissements de détention préventive, d'exécution de peine, de mesures thérapeutiques. Donc ça explique aussi cette multiplication des établissements, mais aussi une multiplication des textes et des règlements, parce que quand bien même on a un code pénal et un code de procédure pénale unifié, au niveau de l'exécution des sanctions, il y a une grande marge de manœuvre qui est laissée au canton.
Il y a un autre chiffre qui va certainement vous étonner, c'est celui du pourcentage de personnes étrangères. Donc ça, c'est vraiment une anomalie dans la région européenne, puisque dans la région du Conseil de l'Europe, on a un chiffre de 25% de moyenne d'étrangers en détention. En Suisse, on a 70% de personnes étrangères en détention. Ça a un impact aussi sur la thématique dont on parle aujourd'hui. Et ça nous invite notamment à réfléchir aux questions de sexualité, de genre et d'identité de genre en des termes qui ne soient pas uniquement européocentrés ou occidentaux, mais aussi de prendre en compte d'autres concepts pour accompagner ces personnes au mieux. Et puis 6% de femmes, je vois que ça correspond plus ou moins au pourcentage qu'on a en Belgique. Alors, je voulais vous donner quelques éléments de contexte sur la situation politique et comment le politique peut aussi faire bouger les choses. Et notamment en mars 2018, un postulat, donc un postulat, c'est une invitation envoyée au gouvernement, en fait, donc au Conseil fédéral en Suisse, à se pencher sur une question. Et donc, une députée a déposé un postulat intitulé « Personnes LGBTIQ+ en détention ». Connaître la situation en vue de l'améliorer. Et ça a eu pour effet de jeter un pavé dans la mare parce qu'effectivement, c'était un peu la boîte noire. Personne n'avait d'informations sur la situation de ces personnes en détention, aucune information sur les chiffres, aucune information sur les problématiques auxquelles cette population fait face en prison. Et puis, en parallèle, au Centre suisse de compétences, donc où je travaille actuellement, dans le cadre d'un projet plus large sur la question des situations de vulnérabilité en détention, on avait aussi commencé un travail sur cette problématique avec une enquête faite auprès des établissements de détention par le biais des autorités cantonales. Alors ce postulat, c'était une assez longue saga, donc je vais vous passer les détails, mais au final, le Conseil fédéral, donc le gouvernement national, a proposé de rejeter ce postulat pour deux raisons principales. Une raison absolument fallacieuse et une raison un peu plus sensée. La première raison, c'est que le gouvernement a indiqué qu'il y avait très peu de plaintes qui remontaient sur d'éventuels problèmes auxquels feraient face les personnes LGBTIQ+ en détention. Or, on sait très bien, et toutes les personnes qui travaillent un tout petit peu sur ces questions savent à quel point les populations les plus vulnérabilisées, marginalisées, vont hésiter à mobiliser les canaux officiels de plainte. Donc il y a un très fort phénomène de sous-déclaration qui est propre à cette catégorie de la population, a fortiori en prison. Donc c'est en fait un indicateur qui n'a ni queue ni tête, mais qui a quand même été invoqué au plus haut niveau. Et l'autre raison qui était un peu plus intéressante, c'était de dire que, étant donné que ce centre suisse de compétences était déjà en train de mener un projet sur cette thématique, il n'était pas nécessaire que le gouvernement lui-même, donc l'Office fédéral de la justice, fasse sa propre enquête. Alors de quoi il s'agissait? Il s'agissait d'élaborer ce qu'on appelle dans notre jargon un document cadre, c'est-à-dire un document de référence ou une compilation de standards sur la prise en charge des personnes LGBTIQ+ en détention. Et dans un deuxième temps, je vais me focaliser vraiment spécifiquement sur les personnes transgenres, mais il se trouve que c'est un document qui couvre une population un peu plus large. Et je voulais vous donner quelques éléments d'information aussi sur le processus d'élaboration de ce document, parce que je pense que c'est assez essentiel de faire les choses de la manière la plus juste possible. Donc on a mis sur pied un groupe de travail interdisciplinaire. Dans ce groupe de travail, nous avons invité avant tout des représentants du personnel pénitentiaire qui travaillaient aussi bien dans des établissements de détention préventive, exécution des sanctions pénales, c'est-à-dire les peines ou les mesures thérapeutiques. Donc c'est quelque chose qui est assez similaire à ce que vous appelez les internements en Belgique. Il faut savoir qu'en Suisse, ça représente quand même 10% de la population incarcérée. Et puis également aussi des représentants du secteur social, médical, mais aussi du monde associatif. On avait notamment la présidente d'une organisation qui travaille avec des personnes trans, qui est une femme trans elle-même. Et donc, avec ce groupe de travail, nous avons entamé la rédaction de ce document. Et pour ce faire, nous avons conduit des entretiens
avec des personnes qui travaillent dans le milieu pénitentiaire, donc avant tout à nouveau des agents de détention et des directeurs, directrices d'établissement. Nous avons aussi conduit des consultations auprès des ONG spécialisées, ce qui nous semblait extrêmement important, notamment autour de la lettre I de l'acronyme. Ça a été soulevé ce matin, qu'on a très peu d'informations par rapport aux populations intersexuées en détention. Donc on a eu beaucoup de difficultés à savoir un peu quelles étaient leurs expériences dans les établissements. Donc on a approché des organisations qui travaillent spécifiquement sur ces questions, qui elles-mêmes avaient peu d'informations aussi. Enfin, les informations avaient de la peine à remonter jusqu'à elles. Ça montre aussi à quel point la prison est un monde qui reste encore fermé au milieu associatif. Et finalement, elle nous a encouragés, malgré le peu de données à disposition, de quand même ne pas les exclure, notamment pour toutes les questions de fouilles et de placement. Même si on a peu de données aujourd'hui, c'est des recommandations qui pourront aussi servir dans un futur potentiellement proche. Ensuite de cela, nous avons, une fois le document plus ou moins finalisé, nous avons consulté les cantons. Donc ça, c'était vraiment très important dans le dispositif, parce que quand bien même il s'agit de recommandations, donc par définition qui ne sont pas contraignantes, le fait que les autorités cantonales, qui sont les autorités les plus importantes en la matière, vu la prérogative dont je parlais tout à l'heure, aient pu se déterminer sur la teneur des recommandations, ça veut aussi dire qu'on a dû modifier certaines recommandations, leur donne quand même plus d'autorité, parce qu'elles ont été validées par ces autorités. Et puis, une fois le document adopté et publié, nous avons aussi adapté les modules de formation au Centre suisse de compétences, et ça, je vais y revenir dans quelques instants. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce Centre suisse de compétences est aussi le centre de formation de tout le personnel pénitentiaire en Suisse. Donc, même si l'organisation est fédérale et donc que chaque canton est responsable des prisons, la formation, par contre, est une formation qui est nationale. C'est une formation en cours d'emploi, sur 15 semaines réparties sur 2 ans, avec des modules de formation continue également. Alors, quelles ont été les principales problématiques qui sont ressorties de cette étude que nous avons conduite? Là, je vais me focaliser spécifiquement sur les personnes transgenres, et vous allez voir qu'il n'y a pas de grande surprise et pas une énorme différence avec ce qui a été dit tout à l'heure. Finalement, voilà, les problématiques sont très semblables. Donc peut-être une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que dans le cadre de l'enquête qu'on a menée, nous n'avons pas fait d'entretien auprès de personnes détenues. Donc ça, c'est une des grandes limites de cette enquête, mais c'était pour des questions aussi bien méthodologiques qu'éthiques que nous avons dû passer par les personnels qui travaillent en établissement, et que nous n'avons pas eu accès directement aux personnes détenues pour l'enquête. Par contre, la moitié des établissements consultés ont confirmé avoir pris en charge au moins une fois une personne transgenre, et dans la plupart des cas, cette prise en charge s'est avérée complexe. Et ça va aussi un petit peu à l'encontre d'un certain discours officiel, où pendant longtemps on entendait que finalement non, on n'a pas de personnes transgenres dans nos établissements. Donc ça a permis aussi de recadrer un petit peu les termes du débat. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que parmi la pléthore de directives et de règlements qui existent aussi bien au niveau des cantons que des établissements, on avait très peu de directives qui incluaient des dispositions spécifiques à la prise en charge des personnes transgenres. Quand c'était le cas, c'était plutôt sur la question des fouilles. Et effectivement, sur la question des fouilles, ce qui prévaut avant tout dans ces directives, c'est des fouilles en 2 temps, avec 2 agents, l'un homme, l'autre femme, chargés des 2 parties du corps de la personne à fouiller. Et je reviendrai sur la question des fouilles également. Des épisodes de discrimination et de violence transphobe récurrents, et ça c'est quelque chose qui est ressorti de la plupart des entretiens, que ce soit de la violence verbale, psychologique, physique, jusqu'à des cas de viol qui nous ont été rapportés. Et puis, bien sûr, ça a été au cœur des présentations de tout à l'heure, mais la question de l'hébergement et du placement, c'est très similaire à ce qui a été dit concernant la Belgique. En fait, comme il n'y a pas de disposition harmonisée en Suisse, on constate que les cantons font un peu comme ils l'entendent, et que la première tendance, c'est de placer la personne selon des critères purement anatomiques. La deuxième tendance, c'est sur la base de leur document d'identité.
Et la troisième tendance, c'est en se basant sur le principe de l'autodétermination de genre. Donc on a quand même quelques établissements qui le font et on a vraiment essayé d'utiliser ces bonnes pratiques, de les mettre en valeur pour montrer aussi aux autres établissements qu'il était possible de faire différemment. Donc c'est aussi une des démarches qui sous-tend en fait ce document. Et puis comme cela a été dit tout à l'heure aussi, très souvent les personnes sont placées à l'isolement cellulaire à des fins de protection. L'isolement cellulaire, c'est souvent dans des quartiers disciplinaires ou de haute sécurité. C'est un régime de détention en cellule 23 heures sur 24, parfois pour des durées de plusieurs semaines, alors qu'on sait que assez rapidement, il y a des effets délétères très dommageables et parfois irrémédiables pour les personnes concernées. Donc les standards du Conseil de l'Europe sont de 14 jours maximum, qui ne sont clairement pas respectés. La question des fouilles corporelles, là j'y reviendrai dans la recommandation qui découle du document. Ce qui a été dit aussi par rapport à l'expression de genre qui est bafouée, le mégenrage, etc. C'était aussi quelque chose qui est ressorti très clairement de cette étude. Et notamment aussi la question des produits à cantiner. C'est vraiment très semblable de ce qui a été dit ce matin, donc je ne vais pas le répéter parce que je pourrais le répéter en termes absolument identiques. L'accès aux soins spécifiques, c'est pareil. Alors on a eu assez peu de cas d'interruption de traitements hormonaux. En général, il y avait une certaine vigilance de la part du corps médical à pouvoir garantir la poursuite des traitements hormonaux. Il y a eu 2 cas, en tout cas, dans lesquels ça n'a pas pu être fait tout de suite. Mais après, il y a d'autres questions encore plus spécifiques, notamment le cas de femmes trans qui avaient une vaginoplastie, qui avaient besoin d'un dilatateur en détention, ce qui était extrêmement mal perçu et mal compris en fait de la part des autorités qui associaient ça plutôt à un sextoy. Donc en fait, ça démontre aussi l'importance de la sensibilisation non seulement auprès des agents de détention, mais aussi auprès du personnel médical, parce qu'on sait que si les personnes qui ont subi une vaginoplastie n'ont pas accès à ces dilatateurs, assez rapidement, ça peut avoir des conséquences médicales extrêmement graves. Alors sur cette base-là, dans le document cadre, on va retrouver 16 recommandations. Comme je le disais, qui ont été validées par les autorités cantonales. Et là, je ne voulais pas vous faire un cours sur les recommandations, donc j'en ai mis seulement quelques-unes ici, mais vous pouvez retrouver ce document en ligne sur le site du Centre suisse de compétences. Donc la première, c'est de ne pas recourir à l'isolement systématique en reconnaissant que parfois l'isolement pour des courtes durées peut être une solution pour protéger l'intégrité physique de la personne, mais que ça ne doit pas devenir la solution à long terme. Et donc après, des solutions de transfert dans un autre secteur, dans un autre établissement doivent être trouvées par les autorités. Et puis en fait, ce qui est vraiment au cœur du document, mais qui est aussi au cœur des recommandations, il y a 2 principes en fait qui sont centraux. C'est le principe d'autodétermination. Et je pense que si on respecte le principe d'autodétermination, on aura beaucoup moins de problèmes par rapport aux questions de placement, de fouilles et de respect de l'expression de genre de la personne. Et donc de ce principe en fait découle toute une série de ces recommandations. Avec aussi l'importance de la possibilité de pouvoir faire des appels des décisions. C'est une décision de placement qui a été faite, que les personnes puissent faire appel à ces décisions. Également, si possible, de placer ces personnes en cellules individuelles. Bien sûr, dans les établissements surpeuplés, ça reste parfois compliqué. Et puis, je vous parlais de 2 principes fondamentaux. Donc, c'est le principe d'autodétermination, mais l'autre principe, je ne sais pas s'il apparaît ici, parce qu'il n'apparaît pas non plus à l'écran, alors que c'est un principe fondamental, mais ce n'est pas grave, je vais le dire à l'oral, c'est celui de consulter en fait, les personnes directement concernées et de ne pas partir du principe qu'on sait mieux qu'elles en fait, ce qui est bien pour elles. Donc, la conjugaison de ces 2 principes, autodétermination et consultation, doivent permettre de trouver les solutions les plus respectueuses de la dignité des personnes. Pareil aussi sur les besoins spécifiques en matière d'accessoires et de vêtements. Dans les prisons suisses, on a aussi
Alors c'est à géométrie variable, mais on a aussi certains établissements dans lesquels on a des uniformes qui sont pas aussi... Ça m'a fait un peu froid dans le dos de voir ce qu'il y a ici en Belgique dans les prisons pour femmes. Dans les prisons suisses, ça ressemble plutôt à des survêtements. C'est assez neutre d'un point de vue du genre. Aussi dans les couleurs, il n'y a rien qui est particulièrement connoté. Par contre, on a vraiment les mêmes remarques par rapport notamment aux femmes détenues et au fait qu'elles seraient plus souvent dans la provocation alors qu'on voit à peine un avant-bras et que dans une prison pour hommes, on aura des hommes à moitié nus sans que personne ne réagisse pour autant. Donc ce marquage-là, il a aussi lieu dans les prisons suisses. Et puis, bien sûr, le principe d'équivalence des soins et de continuité des soins. Alors, la partie finalement la plus cruciale, c'est qu'une fois qu'on a ces recommandations qui sont des recommandations, donc qui ne sont pas contraignantes, comment on fait pour les mettre en œuvre? Alors, tout d'abord, ce qu'on a réussi à faire, c'est à faire en sorte que dans le cadre de la formation de base des agents de détention, il y ait un module obligatoire sur la prise en charge des personnes LGBTIQ+. Et ça, c'était une victoire assez importante. C'est effectif depuis 3-4 ans maintenant. Dans un premier temps, c'était une demi-journée. Maintenant, c'est une journée entière. C'est des formations auxquelles je participe. Il y a aussi des associations de personnes transgenres qui participent aux formations. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile parce que face à nous, on a parfois un public qui est très très peu réceptif, voire parfois hostile. Donc le matin, avant de commencer la formation, on redoute un peu de devoir gravir cette immense montagne face à nous, mais je pense que ça porte quand même ses fruits. Après, il y a aussi des questions d'ordre plutôt pédagogique en fait, qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous travaillez face à des agents de détention, il y a vraiment un esprit de groupe assez fort qui s'organise très vite dans les classes, qui est aussi le reflet de l'esprit de corps qui est très marqué dans la culture carcérale. Et en fait, souvent, il y a des éléments un peu qui cherchent la contestation dans les cours et il s'agit de les identifier, de les neutraliser et surtout de casser en fait, cette logique-là en organisant des petits groupes dans lesquels la parole va circuler différemment. Donc après, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion à avoir sur des aspects plus pédagogiques par rapport à ces formations. On offre aussi des modules de formation continue. Et puis des ateliers à la demande dans les établissements de détention, parce qu'on a les mêmes problématiques que chez vous, où c'est difficile aussi pour les agents de détention de libérer du temps pour venir jusqu'à Fribourg, qui est le centre du centre suisse de compétences. Donc parfois c'est nous qui allons dans les établissements et qui organisons des ateliers pour l'ensemble ou une partie du personnel pénitentiaire. Voilà. Et puis bien sûr, comme je le disais, comme les cantons ont ce rôle central en matière d'exécution des sanctions, il faut avoir des discussions au niveau bilatéral, au niveau des 26 cantons, pour adapter le cadre légal et réglementaire. Et je vais prendre juste un exemple pour être un peu plus concret, donc l'exemple du canton de Genève. Alors le canton de Genève, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'essayer de multiplier les stratégies. Donc je vous parlais de ces stratégies au niveau fédéral, ce postulat qui a été déposé au niveau fédéral, mais au niveau cantonal, on a aussi des parlements cantonaux, et là, une députée a déposé une motion intitulée « Pour le respect des droits des personnes trans en détention ». Et donc le Conseil d'État, qui est le gouvernement local, a dû se positionner, se déterminer par rapport à cette motion. Et dans sa réponse, il a énuméré toute une série de mesures qui étaient prises, notamment pour mettre en œuvre les recommandations du Centre suisse de compétences. Donc, ce qui a été fait, c'est un travail qui est toujours en cours, c'est la mise sur pied d'un groupe de travail auquel était associé le Centre suisse de compétences, qui regroupe toutes les directions d'établissement du canton, la direction de l'Office cantonal de la détention, le secteur médical, pour réfléchir collectivement à la manière de mettre en œuvre ces recommandations. En parallèle, il y a un projet de loi sur la privation de liberté et les mesures d'encadrement. Et donc c'est ce que je vous disais, en fait, de comment faire en sorte que ces recommandations prennent un caractère contraignant, obligatoire. Et ce projet de loi, donc, qui est actuellement en consultation, il faudra voir quel sera le résultat définitif, mais selon la réponse du
gouvernement cantonal prendra en compte les besoins et les droits des personnes LGBTIQ+, et notamment mettra en son centre le principe d'autodétermination en matière de fouilles et en matière de placement. Donc si cette loi est finalement adoptée, ça voudra dire que dans un canton suisse au moins, le principe d'autodétermination deviendra la règle. Et je pense que c'est aussi en partant d'exemples concrets et réels qu'on peut ensuite disséminer en fait, ces pratiques auprès d'autres cantons. Et puis après, il y a un dernier point que je ne vois pas, donc je ne sais pas ce que je voulais dire ici, mais ça ne devait pas être si important que ça. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc les défis sont encore très nombreux. Comme je le disais, on fait face quand même à de très fortes résistances au sein du milieu carcéral. On le voit vraiment assez nettement dans le cadre des formations, comme je l'ai dit. Donc il y a un vrai travail qui doit être fait sur les attitudes, sur la déontologie. En Suisse, on n'a pas de code de déontologie au niveau national, donc c'est les cantons qui s'organisent ou parfois les établissements qui ont des codes de déontologie, mais très sommaires. Et je pense que c'est aussi important pour les agents qui comprennent que le respect de la diversité, c'est intrinsèquement lié au fait d'être dépositaire de l'autorité publique. Travailler sur les cultures institutionnelles, en fait, on remarque aussi que les cultures institutionnelles sont tellement fortes que dans certains établissements, on a une sorte de condensé de bonnes pratiques, plus en Suisse alémanique, il faut le dire, alors que c'est plutôt l'inverse dans d'autres établissements. Donc essayer de voir en fait pourquoi dans certaines prisons ça marche et dans d'autres pas, et essayer de travailler vraiment à ce niveau, au niveau de la culture. Il faut aussi dire que depuis le 1er janvier de cette année, on a eu une sorte de révolution copernicienne au niveau législatif, puisque le changement de genre à l'état civil a été complètement débureaucratisé. C'est-à-dire que maintenant c'est sur la base en fait uniquement d'une déclaration et que donc bien sûr ça va aussi avoir des effets certainement assez immédiats sur le milieu carcéral, et les formations qu'on donne visent aussi en fait à anticiper ces changements à venir. On a parlé du binarisme du système carcéral lui-même, bien sûr c'est au cœur de la problématique. On n'a pas vraiment d'expérience similaire à ce que vous décriviez tout à l'heure sur la Belgique. On n'a pas vraiment de mixité, ou alors de manière très marginale. Comme je le disais, il faut passer des recommandations à des dispositions qui soient contraignantes. Et puis je pense que l'énorme travail qui reste à faire, c'est aussi de travailler avec les personnes détenues. Pour l'instant, effectivement, on a ces cours pour le personnel pénitentiaire, mais quid aussi d'ateliers avec les personnes détenues sur les masculinités, sur le genre, sur les sexualités. C'est assez balbutiant, ça se fait sur la base d'initiatives individuelles. Et je pense que c'est vraiment le prochain gros chantier qui nous attend. Et puis bon, là, il reste aussi un point que je devine et que je vais quand même pouvoir vous dire, c'est que il faut aussi penser en termes de décroissance carcérale. Alors certains parleront d'abolitionnisme carcéral ou abolitionnisme pénal. Moi, je suis peut-être un peu plus pragmatique, même si pour un horizon très lointain, j'aimerais croire à un abolitionnisme carcéral, mais il y a en plus un vrai renouveau des questions abolitionnistes, notamment grâce aux apports féministes et trans et queer, qui associent justement la prison comme étant consubstantielle à la transphobie, au racisme, au sexisme, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qui est dit là. Mais peut-être à un horizon plus proche, vraiment réfléchir à des politiques qui permettront de réduire la population carcérale, ce qui aura un effet bénéfique sur l'ensemble des populations détenues, et en particulier les personnes les plus vulnérables en détention. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.